Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous nous regardez de Buea où le Premier ministre Joseph Ndiangoute effectue la visite de tous les espoirs. Le Premier ministre rencontre ce jour les habitants et autorités du Sud-Ouest. Le chef du gouvernement poursuit son périple à la quête de la paix au moment où le Conseil de sécurité table sur la situation humanitaire du Cameroun. Que peut-on retenir de cette réunion informelle des Nations Unies tenue hier ? Concours d'entrée en 6e, 310 000 candidats frappent aux portes de l'enseignement secondaire depuis ce matin. Parmi eux, 60 000 candidats du Common Entrance de la sous-section anglophone. 181 centres d'examen sont repartis sur le triangle national. Un concours d'entrée en 6e marqué par l'arrivée massive des déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À Yaoundé, les vendeurs d'oranges ont fait le pied de grue ce matin devant la résidence du gouverneur de la région du Centre. Ils sollicitent la médiation de l'autorité administrative pour apporter des solutions aux problèmes auxquels ils se heurtent entre eux, Camerounais. Les détails dans ce journal. Après 4 jours de périple dans la région du Nord-Ouest Cameroun, c'est au tour de la région du Sud-Ouest d'accueillir le Premier ministre chef du gouvernement qui va rencontrer les corps constitués, tous les secteurs d'activité. Il faut signaler que depuis bientôt 3 ans, la région du Sud-Ouest est en train de devenir l'épicentre de cette crise sécuritaire qui a fait des centaines de morts et des milliers de déplacés. Nos envoyés spéciaux Patrick Christian Dobor et Luther Njemo l'ont attendu sur le pont du Mungo, cette limite naturelle qui sépare les deux régions, la région du littoral de celle du Sud-Ouest Cameroun. Bonjour Christian Dobor, vous nous recevez du pont sur le Mungo. Bienvenue aussi sur le pont sur le fleuve du Mungo. Un pont qui à lui tout seul représente la symbolique de la réunification entre les deux parties anglophones et francophones du Cameroun. C'est ici que le président Aïdjo avait été accueilli par ses frères de l'autre côté de la rive. C'est ici que les populations du Sud-Ouest viennent accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Ndiangoute, qui vient ici dans le Sud-Ouest, porteur d'un message de paix et de réconciliation qui, tout le monde l'espère, viendra ouvrir les voies de la pacification après 3 années de tension dans cette partie. Depuis le pont sur le Mungo, envoyés spéciaux pour Canada International, Martin Luther Njemo, Patrick Christian Dobor. Merci Patrick Christian Dobor, Luther Njemo, je le signalais à l'instant. Le chief Mokete, il est également chef traditionnel, il a été reçu par ses pairs sur le pont du Mungo. On signale une ferveur particulière. Il a été reçu par les populations qui étaient curieuses de rencontrer le Premier ministre. Il faut dire que le chef du gouvernement est natif de la région du Sud-Ouest Cameroun. Et le pont a été fortement militarisé depuis ce matin. Les chefs traditionnels des deux rives du Mungo sont venus accueillir leur père. Nous y reviendrons plus en détail. Dans nos prochaines éditions, nos envoyés spéciaux sont déployés sur le terrain pour vous rendre compte minute by minute de l'actualité. En ce moment même, Joseph Ndiangoute a foulé le sol de Buea. Je vous annonce en titre l'examen. On va parler du concours d'entrée en 6e qui a démarré depuis ce matin. Plus de 310 000 candidats frappent aux portes de l'enseignement secondaire. Parmi eux, 61 000 de la sous-section anglophone, le Common Entrance. Et ce matin, nous nous sommes rendus dans un lycée de la ville de Douala qui accueille des milliers de candidats venus des régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Vous comprenez, le contexte sécuritaire l'exige. Nous avons des envoyés spéciaux également au lycée bilingue de Deido. Robert, Charlie Torque, quel est le pôle des examens dans ce centre depuis ce matin? Bonjour Monina, aussi nous sommes ici au centre de Deido où il y a 713 candidats qui composent le concours d'entrée en 6e. Et pour parler des mesures sécuritaires prises dans ce centre, nous sommes avec Madame le Proviseur avec qui nous nous tournons. Bonjour Madame le Proviseur. Madame le Proviseur, quelles sont les mesures sécuritaires que vous avez prises ici pour pouvoir gérer ce problème de sécurité dans les élèves
dans votre établissement? Déjà, au niveau du travail, nous avons fait une fouille systématique avant d'entrer les élèves dans les salles de classe. Et au préalable, avant, nous avons écrit à monsieur le gouverneur de la région de littoral pour faire déguerpir pour ceux qui sont à l'entrée du lycée. Est-ce que vous avez eu des couacs depuis le début des épreuves? Rien à signaler, tout se passe très bien. Est-ce que vous avez des élèves ici qui viennent des zones du nord aussi du sud-ouest? Non, pas du tout. Aucun élève du sud-ouest ni du nord-est. Et par rapport aux examens, les épreuves se terminent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats probants d'ici la fin du mois? D'ici une semaine ou trois, nous aurons des résultats. Parce que les corrections se feront immédiatement après l'écrit. Merci, madame. Merci. Monique Nancy, c'est ici donc au lycée d'Ado, compose 713 candidats. Comme vous l'avez entendu, les résultats probants seront dans une semaine. Nous sommes au lycée d'Ado, Thierry Nana, Robert Charlitok pour Canada International. Merci Robert Charlitok. Rendons-nous tout de suite dans le département du Honkam où le lycée de Banja abrite le centre d'examen de cette localité. 92 candidats inscrits et c'est effectivement 92 candidats qui prennent part aux examens depuis ce matin. Ils sont âgés entre 10 et 12 ans et après la première pause, notre correspondant Marie-Pierre Kéhou a rencontré des enfants qui ont signalé que les épreuves sont digestes jusqu'ici. Alors, nous donnons la parole justement au chef du centre, le proviseur Simon Pélé-Eddy, qui a été rencontré par notre correspondant. Nous aurons justement la réaction de Pélé Pierre-Eddy, qui est le sous-chef, le chef du centre d'examen de Banja, qui a été rencontré ce matin par nos correspondants. Nous poursuivons ce journal par l'éducation. Effectivement, les cadres du domaine et des cadastres sont à l'école du droit domanial. Ça s'est passé à Ebolovar, dans la ville, dans la région du sud-ouest précisément. Et on nous signale également des mesures qui permettent d'organiser justement la ville à travers de nouveaux outils informatiques. Ça a été donc l'objet d'un PhD qui a été soutenu à l'université de Ngaoundéré. Et on parle également des situations sécuritaires dans les couples au Cameroun. Et c'est devenu la mode, les compagnons qui s'en prennent aux enfants et à leur compagne. Il y a moins de 24 heures, on a enregistré un autre cas ici même à Douala, une dame qui a été complètement charcutée à l'aide d'une machette et son fils de 4 ans avec par son concubin qui lui réclamait une somme de 300 000 francs CFA. Vanessa Melakamdem pour plus de détails. La veuve de 37 ans a été expédiée dans l'au-delà par son amant. Un homme connu ici au quartier PK19 sous le nom de Makele et qui s'est installé chez elle peu de temps après le décès de son mari. C'était en 2016. Rosine Épée et son fils cadet, Maxime, âgé de 4 ans, ont succombé au coup de machette asséné par l'amant en colère. Ce dernier n'a pas supporté que la veuve mette ses affaires hors de la maison pour mettre un terme à leur relation. Du retour de son travail, elle arrive, elle descend, elle prend les clés chez sa voisine. Elle laisse ses 2 enfants, parce qu'elle en avait 3. Elle laisse ses 2 enfants chez la voisine. Le dernier garçon commence à lui suivre. Et c'est là où elle ouvre la porte. Elle porte même son pain pour pouvoir préparer. Et l'assassin était là, dans les parages. L'assassin le trouve, l'assassin l'assomme. Il commence même la bagarre là dedans la maison parce que tout est saccagé dans la maison. Et il réussit à tuer la femme et son garçon de 4 ans parce que les corps étaient couchés là. L'horreur s'est produite dans la nuit du samedi 11 mai dernier. Le sang des victimes est encore visible dans la maison, fermée sous instruction de l'autorité judiciaire. Les jumelles de la défunte, aujourd'hui orphelines à l'âge de 10 ans, ont été conduites chez un parent côté paternel. On gère le deuil dans sa belle famille. Côté de l'homme, c'est la BAC. Mais pour l'instant, la maison reste fermée parce que c'est l'État qui a scellé. Les corps des victimes sont à la morgue de l'hôpital à Quintini. Quant à l'assassin, il a échappé à une vindicte populaire
grâce aux policiers du commissariat du 7e arrondissement. Il médite à présent son sort dans les cellules de la police judiciaire. L'enquête suit son cours. Vous l'avez compris, sur Canal 2 International, à quelques jours de la célébration de la 47e édition de la fête de l'unité nationale, nous en faisons un traitement particulier. Nous nous rendons à EDEA, où on parle de l'hymne national exécuté par les jeunes enfants. Il est question d'interroger leur appropriation de ce qui est des valeurs patriotiques au Cameroun. Christian Bock. Comme un seul homme, l'hymne national du Cameroun est repris ici en chœur par les élèves du cours du soir à Edea dans la Sanaga-Maritime. Si ces paroles de Samuel Mikombamba expriment depuis les années 1950 la symbolique de l'unité nationale, elle reste d'actualité plus que par le passé. Un seul mot, un air de foi et d'unité, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour. Au Cameroun, l'unité nationale est comprise de plusieurs manières en fonction des générations. Pour les enfants, elle se définit comme l'esprit de compagnie, tandis que chez les adultes, c'est le vivre ensemble. Nous retrouvons les Boulous, les Bamleke, les Bassa, les Béti, et du coup nous vivons tous ensemble, sans racisme et tout. L'unité fait partie du vivre ensemble parce que dans l'unité, nous devons être ensemble. Un moment où toute personne a pris conscience pour être une seule personne. Autrefois fédéral, le Cameroun est un État unitaire depuis mai 1972. Ici, bien qu'affecté par les crises du Boko Haram dans le Grand Nord et la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, les populations préservent jalousement le principe d'unité, malgré la diversité culturelle. Dans le cas particulier du nord-ouest et du sud-ouest, je pense que l'unité nationale n'est pas touchée. Je pense que c'est juste un malentendu. Et c'est un problème qui peut se résoudre. Comme message que je peux envoyer à mes frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, c'est de baisser les armes. Il faut aussi que l'État mette en œuvre les moyens pour que ces problèmes-là puissent cesser. Donc, je demande juste la paix dans les régions du nord et du sud-ouest. Aujourd'hui, l'hymne national reste un chant de ralliement pour tous les Camerounais. Chère patrie, ta chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on organise des choses ensemble, on se sent unis par le même esprit, par le même amour pour une même cause, pour une même patrie. La célébrer, l'unité nationale, en cette 47e édition, reste un devoir citoyen à plus d'un titre. La forêt sacrée n'y voyait aucun mysticisme. C'est un coin où convergent des groupes sécuritaires, les groupes sociopolitiques et anthropologiques du Cameroun. C'est à Ngaoundéré précisément. C'est un coin réputé paisible où les Camerounais de différents bords s'abreuvent le soir venu et même les matins parfois. C'est un endroit qui a été aménagé et mis en valeur par un natif du Ndongamantoun dans la région du nord-ouest Cameroun. Une rencontre tous les jours, tous les soirs qui célèbre le vivre ensemble au Cameroun, à Ngaoundéré et Rengeli. Du bon vin de raffia, bu à la source. Unité nationale. Alors que Jean-Petit. Nous sommes à la forêt sacrée de Ngaoundéré. La seule chose qui nous réunit, c'est le vent de Paris. Quand même ici, il n'y a pas question de anglophone, francophone, nordiste, soudiste et tout. En tant que Camerounais, tout ce qu'on veut, c'est la paix. On veut la paix à tout prix. On partage... Qui une cola, qui du vin blanc, acquis à 1500 francs le bidon de 5 litres, autour du nectar,
On est ici, fille ou fils du Cameroun, tout court. Non, ça va. C'est un gars de l'Est, plus un gars du Sud. Bon, eux, les femmes, boum. Voilà. Donc, quand on se rencontre comme ça, là, ça permet de connaître encore le Cameroun. C'est une diversité. On m'a parlé comme on vend le vin traditionnel ici, là. J'ai voulu donc connaître, alors, plus on vend le vin raffia. Non, c'est un endroit vraiment bien. C'est l'un des sanctuaires du partage et du vivre ensemble les plus prisés de la métropole de l'Adamawa, créé par ce natif du Ndonga-Mantoum dans le nord-ouest. J'ai choisi la forêt sacrée parce que c'est le vin blanc, c'est le garant de la tradition africaine. Là où il y a le vin blanc, il y a la paix. Là où il y a le vin blanc, tu ne peux pas rester ici, tu bois le vin blanc 5 litres toi seul. Il faut toujours partager. Plusieurs activités ont lieu dans ce marécage. Donc il y a les gens qui font l'agriculture, il y a le vin blanc, il y a la viande de brousse. Donc tout ce que tu ne peux pas trouver en ville, tu viens au forêt sacrée, tu vas trouver. Après le champ, vers 11h là, quand le vrai vin sera là, je pars maintenant, je m'assois, je prends aussi un verre avant de rentrer à la maison. Parce qu'ils coupent les vins là, quand j'achète les bambous là, j'achète là un bambou là, c'est 100 francs. Si j'achète un bambou comme ça, un bambou, ça peut donner même 3 paniers ou 2 paniers, ça dépend. Je fais les paniers là, je vends ça à 350. Cette économie du vivre ensemble nourrit de nombreuses familles, invitées toutefois à déguerpir. Je vais partir où? Moi, je ne connais pas là où on dit que Bamenda, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Mais on m'a accouché ici, en Gaoundéré. On est nombreux. De ce flanc, de ce côté, on est plus de 50aine. Confronté à l'urbanisation galopante de la ville de Ngaoundéré, la forêt sacrée est malheureusement menacée de disparition. 47 ans déjà que le Cameroun commémore l'unité nationale, un moment dédié depuis 1972 à la fête qui était auparavant célébrée lors des dates différentes. Ce reportage de Patrick Christian Dobo qui s'inscrit dans la grande série spéciale Fête de l'unité nationale au Cameroun revisite les différents moments historiques, les mutations et les dates de célébration du Cameroun qui a obtenu un statut juridique de 1957 jusqu'à nos jours. Reportage Patrick Christian Dobo. Célébrer le 20 mai au Cameroun, la fête nationale rappelle à la mémoire collective l'avènement de l'État unitaire. Une date certes marquante de son histoire, mais qui n'efface pas des annales les précédentes consacrées à cet effet. Avant l'évolution des statuts juridiques, il y avait simplement les fêtes françaises, c'est-à-dire 14 juillet, 11 novembre, 8 mai, 45 et tout. Mais il y avait une fête qui rassemblait à peu près les Camerounais, qui n'était pas une fête officielle dans le calendrier, mais qui était tolérée comme étant fête. C'est le Ngondo. Le Cameroun, en tant qu'État autonome, existe à partir du statut du 16 avril 1957. L'Assemblée législative qui existait et qu'on appelait l'ALCAM a voté au mois d'octobre 1957, n'est-ce pas, des lois fixant la date officielle de la fête du jeune État autonome du Cameroun. C'était le 10 mai. Pourquoi le 10 mai? Le 10 mai parce qu'effectivement, c'est ce jour-là que cette Assemblée législative s'est réunie pour la première fois lorsqu'elle a été transformée en Assemblée légiférante. La session à l'indépendance, le 1er janvier 1960, est également un moment historique qui laisse son empreinte sur la date de la fête nationale au Cameroun. Le 1er janvier 1960, la partie sous administration française accède à l'indépendance. Comme hier,
en 1957 l'accession du Cameroun à l'état d'autonomie. Donc désormais, ce sera le 1er janvier. Et là aussi, nous avons un repère historique très important. Contrairement à la logique des mutations de cette date observée au fil des changements historiques, la réunification survenue le 1er octobre 1961 ne modifiera pas le rendez-vous de la fête nationale. Il faudra attendre 1972 pour voir de nouveau la date de la fête nationale connaître un changement au Cameroun. Alors là, il y a des problèmes. Il y en a qui disent pourquoi on n'a pas pris donc la date du 1er octobre 1961, parce que là aussi, c'est une date importante qui marque la réunification des deux Cameroun. Nous avons donc le référendum du 20 mai 1972, qui fait désormais donc de cette date la date officielle. Des changements de date qui n'ont toujours pas fait l'objet d'un consensus dans l'arène sociopolitique du pays. Aujourd'hui, il n'y a que le président Paul Biya qui peut nous dire pourquoi le 20 mai a été choisi. Les gens qui gesticulent ne peuvent pas vous dire pourquoi. C'est lui qui était le collaborateur direct du président Ahidjo avec Singapour. Et c'est eux qui ont préparé ce référendum, qui ont préparé même les textes et tout. Vous me demanderez, mais bien sûr, pourquoi on n'a pas changé de date en 1984, lorsque, avec la révision constitutionnelle d'avril 1984, le Cameroun n'est plus un État unitaire, mais un État et individu, la République du Cameroun tout court. Là aussi, je vous renvoie à ce que j'ai dit, cela participe, n'est-ce pas, de l'alchimie des hommes politiques. C'est les hommes qui font l'histoire, il faut le dire, c'est les hommes qui font l'histoire. Et ces hommes, selon les réalités du moment, peuvent vouloir marquer cette histoire. Quoi qu'il en soit, le 20 mai rappelle au souvenir des Camerounais une page importante de l'histoire de leur nation. Une histoire qui continue de s'écrire au fil du temps, des générations et surtout du contexte. La suite du journal, c'est à Yaoundé, le siège des institutions où nous retrouvons Karel Mezatia Choya qui nous parle des préparatifs de la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Bonjour Karel. Monique Naossi-Fosso, Madame, Messieurs, bonjour. Vous l'avez dit, on reste dans l'actualité relative aux préparatifs de la fête de l'unité nationale qui sera célébrée le 20 mai prochain sur le triangle national. On s'intéresse précisément aux entraînements du défilé au sein de la police camerounaise qui ont débuté donc depuis 2 semaines. Et ce 14 mai à Yaoundé, le délégué général à la sûreté nationale a vu à quel niveau se situent ses collaborateurs. 4 défilés ont donc défilé devant le chef. 4 carrés ont défilé devant le chef de corps. Il s'agit du carré spécial de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé, celui de la circulation suivi de près par le carré du commandement central du groupement mobile d'intervention GMI. Ce dernier était également suivi par le carré du groupement spécial d'opération GSO. Les 2 autres carrés de réserve pour d'éventuels remplacements ainsi que pour le défilé motorisé étaient de la partie. Parlant justement du défilé motorisé, on a également vu défiler des engins devant Martin Mbarga Angélé. Sur le signe, sur quel signe est placée la fête au sein de la police camerounaise? Je vous propose d'écouter la réponse dans cet extrait du commissaire divisionnaire Jean-Marie Vogo, inspecteur général à la DGSN. La Sûreté nationale a un chef de corps et tout ce que nous faisons, c'est sous son impulsion. Nous exécutons ses instructions. Et cette année, il a demandé que le défilé de la police frise la perfection. Nous voulons même qu'il soit un très très bon défilé. C'est pour ça qu'il est venu ce matin voir ce que nous faisons depuis. Est-ce que c'est appréciable? Et je vais vous dire une chose, au moment de partir, il a dit que nous sommes montés en puissance. Le défilé est déjà à un très bon niveau, mais nous devons encore faire un petit effort pour que ce soit parfait. Nous sommes l'incarnation de la diversité au niveau de la police. Nous avons tous les genres, nous avons toutes les tribus et cette année nous allons exprimer cette diversité au niveau de la police. Nous serons, le vivre ensemble va se manifester à travers le défilé de la police. Tel qu'annoncé en titre, hier s'est tenu un conseil de sécurité, une réunion informelle sur la situation humanitaire au Cameroun, un sujet inscrit par certaines puissances et qui ne rencontre pas l'approbation d'autres. Le Cameroun partage ce dernier avis. Ce qui s'est passé à New York, c'est signé Rodrigue Tongué.
La déclaration de Marc Lecoq, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, ce 13 mai 2019, détonne. Selon lui, il y a urgence à accroître l'aide humanitaire au Cameroun et à la financer. D'après des statistiques de la réunion en formule AREA, sur le cas du pays, un Camerounais sur 6 a besoin d'assistance humanitaire à cause de la crise dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, soit 8 fois plus que l'année passée. C'est une réunion à laquelle a participé l'ambassadeur et représentant permanent du Cameroun aux Nations Unies. Tomo Monté a dit regretter une mesure de certaines puissances qui cherchent les poux sur les cheveux de son pays et une volonté d'interventionnisme de ceux-ci. Un tel sujet aurait été plus indiqué dans le segment humanitaire du Conseil économique et social ou dans les débats sur les questions humanitaires à la 3e commission de l'Assemblée générale, voire lors d'une manifestation parallèle de haut niveau au cours de l'Assemblée générale. La Russie et la Chine ont également appelé à la mesure pour éviter l'ingérence au Cameroun. En économie, le Cameroun prépare une obligation du Trésor de 170 milliards de francs CFA. Son annonce a été faite hier au cours d'un dîner offert par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Les opérateurs du secteur financier invités ont donc pu mieux s'enquérir de la situation. Ils ont été informés que l'obligation du Trésor assimilable au temps abrégé de 170 milliards de francs CFA devrait permettre à l'État de procéder au financement des projets de développement au ministère des Finances, notamment à la Direction générale du Trésor et de la coopération monétaire qui pilote le projet. L'annonce officielle de cette obligation du Trésor assimilable au temps abrégé sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale on prépare déjà l'émission de ces titres. Ces OTA seront exécutés en 3 temps. L'État avait jusqu'ici employé des emprunts obligataires pour mobiliser l'épargne privée. Sur la pertinence de ma question, je vous propose d'écouter le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et Samuel Talla, directeur de la Trésorerie, dans cet extrait sélectionné pour nous par Rodrigue Tongué. Le président de la République, son Excellence M. Koudia, a par décret du 22 mars 2019 habilité le ministre des Finances à recourir à l'émission des obligations du Trésor assimilables pour le financement de projets de développement inscrits dans la dite loi. Pour cette grande première, l'État du Cameroun va émettre des obligations du Trésor pour un montant total de 150 milliards repartis sur 3 émissions de 50 milliards chacune pour des maturités de 3 ans, 4 ans et 5 ans. En fait, cette diversification permet aux investisseurs institutionnels de pouvoir diversifier leurs investissements en choisissant des maturités différentes. Donc, ça répond aux préoccupations des microfinances qui n'ont peut-être pas la trésorerie pour financer des opérations sur 5 ans. Alors, elles pourront facilement souscrire pour les obligations du Trésor de maturité de 3 ans. Dans le registre des faits de société, mouvement d'humeur ce matin à Yaoundé. Les vendeurs d'oranges ont fait le pied de grue devant la résidence du gouverneur de la région du centre. Ils réclament ou alors ils souhaitent une médiation dans la résolution des problèmes qu'ils ont entre eux depuis un certain temps. Ils veulent donc voir les autorités administratives apporter des pistes de solutions. Pour en savoir davantage, nous retrouvons Delphine Fonkou-Téné. Delphine, vous êtes en direct du marché du Foundi à Yaoundé. Bonjour, quelle est la situation en ce moment? Bonjour Karel, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes au marché du Foundi, précisément au hangar 7, lieu réservé à la vente des oranges où, comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, des sacs d'oranges sont scellés depuis dimanche soir. Et sur la rue, au lieu-dit Camer, des camions qui attendent d'être déchargés également depuis dimanche soir. Les commerçants font face à une panoplie de difficultés ici. On va tenter d'avoir un avis de commerçant, M. Vin, que nous avons avec nous. Monsieur Vin, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous exactement ce qui se passe ici au hangar 7. Bon, nous avons de petites difficultés ici. Ça, c'est depuis quelques mois. Nous avons essayé de voir l'autorité. L'autorité, bon, est dans sa lenteur. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien fait. Mais lundi matin, nous sommes arrivés, nous avons trouvé que des individus
ont scellé les tas d'oranges que vous voyez. Et alors, 2 camions sont dehors. Quand nous voulons faire entrer les camions, ils se couchent sur les roues. Ils disent que le camion ne peut pas entrer. Soi-disant, ils ont un camion en route qui a été bloqué par nos gars. Nous n'avons pas de gars en route. Bon, ils nous incriminent. Ils disent que nous sommes partisans des ambazoniens parce que vous savez que les oranges viennent du Nigeria. Bon, l'autorité, nous l'avons dit, nous avons déposé des plaintes au CED. Je crois que toute l'autorité administrative du centre est au courant du problème. Voilà, et en quête de solution à leurs problèmes, ces commerçants étaient ce matin devant le domicile du gouverneur de la région du centre. Les activités sont à l'arrêt depuis quelques jours. Ils attendent toujours la solution qui vient du gouvernement. Depuis le marché du Mfundi au hangar 7, je suis Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis pour Canal 2 International. Et Delphine Fonkoutene pour toutes ces précisions. Naturellement, nous y reviendrons ce soir au journal présenté de 19h50. En attendant, notons que la corruption continue son bonhomme de chemin dans divers secteurs d'activité au Cameroun, notamment celui de l'environnement et plus précisément dans la gestion des déchets recyclables. Pour avoir une bonne maîtrise des dits déchets et avoir la bonne maîtrise également sur la traçabilité, l'initiative à résultat rapide a été mise en œuvre au sein du ministère de l'Environnement. Au bout de 10 jours de travaux, donc les résultats ont été restitués hier ici même à Yaoundé. Les détails dans ce sujet réalisé avec le concours de Samuel Bonis. C'est révolu l'époque où les déchets issus de l'environnement étaient détruits. Aujourd'hui, la plupart sont recyclés et servent de matière première pour diverses activités génératrices de revenus financiers, d'emplois pour les jeunes et apportent du bien-être aux populations. La fabrication des pavés écologiques, par exemple. Seulement, la corruption semble être le sport favori de certains opérateurs économiques du secteur qui n'assurent pas la traçabilité dans la gestion des dits déchets. Pour inverser la tendance, l'initiative à résultat rapide a été mise en œuvre au ministère en charge de l'environnement en 2018. Rendu à sa deuxième phase, il était question pour les équipes techniques de réduire de 50% les déperditions dans la délivrance des manifestes de traçabilité et le recouvrement des recettes irrélatives dans un délai de 100 jours. Le bilan a été présenté ce 13 mai à Yaoundé. Le travail est bien mené avec des résultats intéressants. Un travail qui a permis d'accroître la sensibilisation dans les 6 régions cibles, notamment l'extrême nord, le centre, le sud-ouest. On a constaté que les entreprises étaient enthousiastes. Elles ont commencé à s'organiser pour avoir des entrepôts pour ces déchets-là et les démembrements du ministère sur le terrain ont apporté l'encadrement nécessaire. Les résultats présentés et validés par la Commission nationale anticorruption doivent être généralisés. C'est une recommandation de la CONAC. Que cela soit fait dans tout le Cameroun, que la traçabilité revienne dans la gestion des déchets au Cameroun pour un environnement sain et pour des caisses de l'État aussi saines. Pour cela, le travail doit s'intensifier sur le terrain. En sport, football, le Coton Sport de Garoua a bien démarré les playoffs hier au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Les cotonculteurs se sont imposés 1-0 contre Fetcheux FC de Banjoun. Rappelons que le week-end dernier, APGS de Fou et Stade Renard ont fait jeu égal, 1 but partout. Et Dragon de Yaoundé a perdu face à UMS de Loum, 0 but contre 1. Nous y reviendrons. La suite du journal, c'est avec vous du côté de Douala. On reste en sport. Monique Naoussi Fosso. Bien évidemment, Karel Mezatia Choya, nous restons en sport pour parler du volleyball dames. Les Lyonnais indomptables abordent la dernière ligne droite avant les éliminatoires des Jeux africains et de la Coupe d'Afrique des Nations. Aimé Moukoko. Il faut gagner les Jeux africains au Maroc, mais surtout conserver le titre de champion d'Afrique de volleyball. Ces mots du président de la FECA Volley, Julien Serge Abouem, sont d'autant plus un leitmotiv pour l'équipe nationale senior dames qui a engagé cette semaine une nouvelle phase de préparation avec des enjeux ô combien importants. De bonne heure, le lundi 13 mai, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, pendant que du côté de la France, à Bourgoin-Jallieu, les Lions indomptables du filet entre le Cameroun et la France ont pris le chemin de la dernière ligne droite
avant les premières échéances compétitives. Le Cameroun ira en Pologne, invité grâce aux efforts de la Fédération camerounaise de volleyball à un tournoi international du 15 au 21 mai. Et pour renforcer cette équipe du Cameroun, Amana Yolande, Jakao Honorine et Adiana Estelle ont retrouvé Nasser Aïssa en poste libéraux, Moma Laetitia en pointu, tout comme Adiana, Fotso Stéphanie et Bimbi Nerud Manuela qui va bientôt rallier l'équipe en poste central. Et puis dans le bloc des réceps attaque, Christiane Nanatunjan, Faouzia Abdul Karim, Menkreo Airi et Bikatal Simone qui composent ensemble les joueuses sélectionnées pour le dit tournoi. Pour les 6 joueuses en stage dans la partie Cameroun, sous la coordination d'Anoma et Abakaka, les adjoints de Jean-René Akono en France, aux côtés de Ndaki Marcel et Jebodo, donnent du rythme pour que les Lions soient prêtes le jour dit. Et les challenges qui nous attend, la qualification aux Jeux africains dans le tournoi préliminaire se jouera à Yaoundé du 30 mai au 2 juin prochain, puis la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte dès le 4 juillet où les pouliches de Jean-René Akono devront confirmer leur suprématie. 13h, passé de 40 minutes à Essengue, c'est à Douala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce journal sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 16h dans le cadre d'Écho des régions. Je serai des vôtres. Bon après-midi sur Canal 2 International. Bonjour à Monique Naossi, madame, messieurs, bonjour. Vous l'avez dit, on reste dans l'actualité relative au